cas à Aran, à toute son équipe, à Radia, à Sida Info Service de m'avoir demandé de venir célébrer vos 30 ans plus un. C'est à la fois c'est un moment assez émouvant parce que effectivement, comme Emmanuel vient de le dire, j'ai vu le bébé tout petit, surtout quand Aram m'a dit que 31 ans c'était vieux et que j'ai exactement le double à peu près, je me sens très très vieux. Sachant que je suis né le 13 novembre, donc ça commence à faire croiser beaucoup de choses. Donc, et que, pour vous dire, ça fait 36 ans que j'ai rencontré la première fois Ed à Marseille. Daniel Defer était venu le 6 décembre 1985 au Château des Fleurs présenter ce qu'il avait créé à Paris. Il y avait avec lui Willy Rosenbaum qui était venu, et puis à Marseille il y avait Thierry Gambi qui va être plus tard, à ce moment-là, à quelques jours près, le nouveau président fondateur de Aide Marseille Provence, enfin Aide Marseille à l'époque, qui est devenu après Aide Marseille Provence, puis Aide Provence. Et donc j'étais dans cette salle, je finissais mes études de pharmacie, et effectivement, nous avions déjà un mouvement qui était assez récurrent dans la vie, dans nos agendas. C'était le trait, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable où on pouvait, de l'agenda, effacer des noms. C'était sur nos petits calepins que l'on effaçait parfois ou qu'on n'effaçait pas parce qu'on voulait garder des noms. Donc c'était assez bouleversant pour nous de se retrouver dans une salle, j'étais avec d'autres camarades, une salle qui était très grande et qui était très remplie. Pour Marseille, c'était aussi un événement, c'était déjà un événement. Donc j'ai rejoint très vite Aide à Marseille, donc quelques mois après quand j'ai passé ma dernière année, donc en juin. Et tout de suite, j'ai rejoint la permanence téléphonique. La permanence téléphonique, à l'époque à Marseille, c'était essentiellement un soir, le mercredi soir, de 19h à 23h. Et alors là, on l'a entendu tout à l'heure, hein, mais nous on le prenait à la maison, effectivement, donc on nous passait la ligne. On était deux, il y avait un médecin et un non-médecin, et puis on répondait au fil de l'eau, et ça sonnait tout le temps, ça sonnait vraiment beaucoup, parce qu'il n'y avait qu'un créneau. Et je vous passe les anecdotes où on oublie de reprendre la ligne, donc à 23h, et donc du coup, le lendemain matin, dans votre bain, vous avez l'appel du matin, qui n'est pas attendu, mais enfin bon, d'un seul coup on décrochait, on a fait comme on a pu. On ne savait pas comment faire, on ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. C'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle pour la Covid, dans une autre dimension, puisque c'était des publics différents. Mais en tout cas, c'était un moment assez étrange pour nous, parce que on construisait en marchant. On est arrivé, on a dit bon, on va faire un polycopier de quelques pages pour avoir les basiques, les fondamentaux, qu'on peut répondre à ces questions que se posaient des gens qui ne connaissaient pas. 85, les tests viennent d'arriver. À Aide, en 85, on disait même de ne pas se tester. Il fallait que tous les gays à l'époque, on va prendre un langage de personne ne m'arrachera les oreilles de ne pas avoir le bon langage au bon moment, mais on repart 30 ans en arrière. Hein. Donc à l'époque, on disait des gays ou des homosexuels. On disait, bah, ne vous faites pas tester, faites comme si vous étiez séropos, utilisez des préservatifs tout le temps, puisqu'il n'y a pas de traitement. Les traitements arriveront 2 ans plus tard, enfin les traitements. L'AZT arrivera 2 ans plus tard, qui n'est pas un vrai traitement. Il a certainement tué plus de monde que ce qu'il en a sauvé, surtout aux doses où on les donnait à l'époque. Donc, on était dans une phase qui était, on découvrait tout en même temps, et en même temps que les personnes qui nous appelaient souvent. Donc, et c'était quelque chose qui était, quand on a 23 ans, moi j'avais 23 ans en 85, hein, donc c'était un peu est un euphémisme bouleversant, parce qu'on n'est pas forcément préparé à 23 ans de parler de la mort régulièrement, 1 fois par semaine, et puis après 2 fois parce qu'on a ouvert un autre créneau le samedi après-midi. À la fois, on y allait avec une espèce d'enthousiasme forcené, et aussi avec une certaine appréhension, parce qu'on s'attendait à tout moment d'avoir quelque chose, une question qui allait nous déboussoler, à laquelle on ne savait pas répondre. Et à la fois, tout à l'heure, j'ai échangé avec Denise sur le passé, puisque finalement, c'est mon rôle de faire Alain Decaux ce soir. C'est de se dire que les moments qu'on a vécus ces premières années-là, bien sûr qu'on ne les regrette pas, parce qu'on a perdu tellement de personnes, tellement d'amis, tellement de connaissances, qu'on n'a pas envie d'y revenir. Mais c'était tellement intense à ce moment-là, c'est-à-dire que comme on ne savait pas si le lendemain on serait encore là, on avait intérêt à rire beaucoup,
parce que l'incertitude était fort présente. Donc du coup, pour revenir sur SIDA Info Service, qui n'était pas SIDA Info Service, donc qui était la PTL, à la différence, donc il y avait Paris, il y avait 7 jours où on répondait, puisque Pierre Knepp a rejoint Aide en 1985. Il avait appris par le téléphone qu'il était séropos. Après, il a posé des questions à la PTL et puis il a dit il faut faire quelque chose, mais pas qu'écouter. Ce qui était important pour Pierre, c'était que cette parole, ça ne soit pas juste on répond à une question et puis on n'en fait rien. On va essayer de transformer cette parole, porter cette parole, témoigner, changer le monde. Alors, je passe pour un dingue aussi, mais il n'était pas dingue, tout sauf dingue. Je veux dire. Donc, il avait vraiment cette envie-là de construire un changement, et ce qu'il a fait aussi aux États généraux des personnes séropositives après, etc. Donc, cette écoute, c'était pas une écoute passive, ça n'a jamais été une écoute passive. C'était comment est-ce qu'on pouvait transformer cette écoute et ces éléments qu'on récupérait en quelque chose qui allait fortifier une lutte politique et qui allait alimenter les changements et qui allait aboutir à une forme de démocratie sanitaire qu'on pourra critiquer, hein, parce que vu ce qu'on en a fait, j'en suis venu quand même souvent à regretter les poches de sang. En termes de démocratie sanitaire, c'est parfois plus efficace que la représentation imposée par les ARS. Alors, certains me diront que je n'ai jamais été tendre, mais il m'arrive d'avoir de l'émotion aussi. Mais et je crois que ces temps-là, c'était de l'émotion en concentré. Et c'est vrai que ces 7 jours parisiens, ces 7 soirs, cette journée, qui étaient dirigés, enfin chaque équipe était dirigée par quelqu'un, et c'était les 7 nains. On les avait appelés les 7 nains, puisqu'il y avait un nain par jour, hein, grosso modo. Donc on essayait d'avoir toujours de l'humour malgré tout, malgré la perte, malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré parfois la fatigue. Pierre, que j'ai pas mal connu, et qui est venu à Marseille plusieurs fois faire des formations qu'on recevait, était effectivement accusé le coup, et malgré tout était d'une vivacité et d'une réactivité toujours impressionnante pour tous les gens qui le côtoyaient, qui le découvraient et qui se sont inspirés de lui. Et je crois que c'était vraiment quelque chose qui a marqué ces 5 premières années, parce qu'il y a eu 5 ans avant que SIDA Info Service devienne SIDA Info Service. Donc la réunion qui a fait la création de SIDA Info Service, c'était le 1er mars 90. On était dans les locaux de Aide. On a créé en même temps SIDA Info Service et Aide Formation. Aide Formation n'a pas survécu. Heureusement, SIDA Info Service est toujours présente et active pour mener les combats qui restent à mener. Ils sont fort nombreux malheureusement, et dans la lutte contre le sida toujours. Contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire croire, qu'il faut dépasser à autre chose que la lutte contre le sida. Cette spécificité du sida a quand même à mener à des changements profonds dans la société, et il ne faut pas d'un seul coup se penser qu'on va résoudre les problèmes en calquant simplement un schéma qui était celui de militants, de personnes touchées par la maladie, touchées ou affectées d'une façon ou d'une autre, par leurs proches, par eux-mêmes, et qui ont voulu changer le monde. Et moi, je reprends toujours la phrase de Françoise Barré-Sinoussi. Françoise Barré-Sinoussi, en 1984, est à l'hôpital général de San Francisco. Elle le visite et elle va dans le service, et à un moment donné, elle est dans une chambre d'un patient, et le patient s'approche et lui dit à l'oreille avec ses derniers souffles « Merci ». Donc alors, elle dit « Merci, mais pourquoi ? Pas pour moi, parce que moi demain je serai mort, mais pour tout ce que vous ferez pour les autres ». Et il est mort le lendemain. Et Françoise me dit toujours « C'est tout ce qui m'a animé tout le temps ». Et c'est ce qui nous anime, et qui vous anime aussi certainement, les uns et les autres, les unes et les autres, tous les jours, parce que on a parfois l'impression, et j'ai souvent eu l'impression, en étant à Aide, directeur de Aide à Marseille, au National, directeur du CRIPS, que ça servait à rien, que ce que je faisais, ça servait à rien. Et alors je disais aux équipes, vous ne pensez pas que parfois on n'est pas unité? Regardez ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a changé? Il y en avait toujours quelques-uns pour quand même dire, bon, tu exagères un peu, parce que quand même, peut-être qu'on a apporté quelque chose. Alors, je suis un grand déprimé, bien sûr, hein, mais je pense qu'effectivement, nous, tous ensemble, on a pu apporter
une autre façon de penser la maladie, une autre façon de penser la mort et d'aborder la mort. Et alors, pour les acteurs de aide, après qui sont devenus des écoutants de Sida Info Service pour certains, pour beaucoup le sont restés, ou parfois ils ont fait les deux, c'est sûr que ça a duré, la première partie, pour ceux qui étaient nombreux, pas longtemps, mais pour les autres, 31 ans. Donc, vous voyez bien que cet apport-là, il peut pas simplement être cantonné à ces moments et à cette lutte-là. Il a débordé, et tout à l'heure on disait, tout a été dit dans votre œuvre sur le politique. Qu'est-ce que c'est ce mouvement qui a transformé à un moment donné les médecins, les chercheurs, la société, je veux dire, donc, le monde politique, parce que tous ont été transformés. Et les absurdités qu'on a entendues ces 2 dernières années, dites par les uns et par les autres, par des scientifiques de renom ou pas, on les entendait aussi dans le passé, et on les a entendus au moment du sida, mais ils étaient cadrés à l'époque. C'est-à-dire que justement, il y avait un mouvement associatif qui était fort. Il y avait un mouvement associatif de personnes concernées, hein, donc, qui était fort, qui n'a pas existé là. Entre 1981, donc pour les 40 ans des premiers articles, c'est 1981, donc entre 1981 et 1986, l'État français n'a rien fait. N'a rien fait pour le sida, pour lutter contre le sida. Absolument rien. Et on peut le regretter, et on l'a regretté amèrement, mais cette absence d'intervention nous a permis de créer une intervention adaptée, faite pour nous, avec nous, et qui nous évite d'avoir des positionnements qui sont guidés par les sondages et par le peuple, entre guillemets, du mauvais côté du peuple, c'est-à-dire que la vox populi. Et on peut dire exactement le contraire pour la Covid, où pendant ces 24 derniers mois, grosso modo, l'État a tout fait, et je ne dis d'ailleurs pas qu'il a fait mal ou pas mal, hein, mais en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de place pour la société civile. Et c'est assez regrettable qu'on ne tienne pas compte de cette expérience extraordinaire qui était l'implication des personnes elles-mêmes pour changer la société, pour prendre en charge leur santé, peut-être leur écoute, hein, donc aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'aurais préféré que des personnes qui étaient passées par la Covid répondent au téléphone plutôt que d'avoir Didier Raoult sur les plateaux télé. Hein, je veux dire, donc... sachant que je l'ai à un étage au-dessus de moi à Marseille, j'ai donc pas de chance dans la vie. Et donc du coup, cette prise de position des personnes impliquées avec leur pathologie, que ce soit le VIH ou la Covid maintenant, même s'il ne faut pas comparer systématiquement, parce que c'est pas comparable, c'est pas tout le monde peut dire, n'importe qui peut dire dans la rue, ah bah tiens, j'ai eu un Covid hier. On soit mal, je vois mal, enfin moi je l'ai fait, je le fais, je suis séropo, bon je le dis, mais j'ai 36 ans de militantisme. Donc, quelqu'un qui vient de découvrir sa séropositivité aujourd'hui ou qui a téléphoné hier à Sida Info Service et qui en a parlé, etc., va pas aller chez son restaurateur ou même chez sa pharmacienne, pourquoi je dis pharmacienne, chez son pharmacien ou sa pharmacienne, dire bah, au fait, je suis séropo. Encore peut-être plus facilement à la pharmacie, mais même pas. On sait très bien que pour des traitements, on ne va pas dans sa pharmacie habituelle les chercher, on va plutôt dans une autre pharmacie. Donc, on ne peut pas les comparer, mais néanmoins, les points positifs qui ont été mis en exergue lors de l'arrivée, de l'irruption du VIH dans les années 80, dans le début des années 80, auraient dû servir. Parce qu'il nous a manqué des Pierre Knepp, bien sûr. Il nous a manqué... bon, le fait est que la Covid, ça dure 20 jours éventuellement, ou alors c'est fini, ou on est mort, ou on est vivant. Quoi. Donc du coup, on oublie vite, on a tendance à oublier vite. Alors, il y a les Covid longs, etc. Mais je pense vraiment, et pour raccrocher à ce que vous vouliez de moi, je pense, cette histoire, c'est de se dire que pendant 5 ans, on a essayé aussi de ramener à nous, donc à Sida Info Service, mais à Aide et aux autres structures, des personnes qui se sentaient concernées. Il fallait leur donner la force aussi de se battre, et parfois se battre et se sentir mieux, c'est venir se battre avec les autres pour apporter sa pierre à l'édifice. Et ça a été très très souvent le cas. Moi j'ai souvent eu des personnes qui m'ont dit ah ben, tiens, il me semble que c'est toi que j'ai eu au téléphone, maintenant je vais venir volontaire. Donc ça m'est arrivé de dire des choses qui n'étaient pas stupides, certainement. Mais on avait cette
facilité d'agréger, en fait, parce que c'était un lieu, effectivement, anonyme et gratuit, hein, donc, qui permettait de tout dire. Alors parfois, on a eu ce que relaté à un moment donné de façon un peu drôle sur d'autres personnes qui posaient des questions pour d'autres buts, d'autres objectifs, mais dans les premières années, honnêtement, moi, j'ai pas eu beaucoup d'appels, de faux appels, etc. C'était des questions détournées souvent, parce que les personnes disaient d'autres choses, parce qu'il s'est passé, oui, je me suis assis sur un banc, alors je pense que sur le banc, il y avait certainement quelqu'un. Mais la réalité, c'est ce qui nous permettait d'avancer et de faire avancer la personne elle-même et réfléchir sur sa prise de risque éventuelle ou non. Et ça, je crois que c'était un travail qui a pendant 5 ans, jusqu'à la création d'un numéro dont on ne savait même pas si on pouvait le créer. Moi, le 1er mars, on a eu on m'a rappelé tout à l'heure que j'étais parfois un peu véhément, et on a eu une discussion assez chaude avec... Nous, on était Marseillais, évidemment, donc les Marseillais sont toujours un peu chauds. Donc, et il y avait des Niçois avec nous, alors là, c'était un peu compliqué. Et il y avait les Parisiens qui disaient, bah non, si on crée une ligne centralisée, et ça se fait à Paris, et puis tout le monde répond, puis à Paris. Alors, je dis, bah, vous allez répondre quoi après vous et alors, si je vous demande quel est le bon médecin à Roquefort-la-Bédoule, vous allez trouver le bon médecin à Roquefort-la-Bédoule. Bah oui, sur des papiers, c'est très bien, sur des papiers, avant que vous trouviez sur les 100 départements français le bon truc au bon endroit, ça va être un peu compliqué. Donc je dis, faisons quelque chose qui serait régionalisé. La journée, il y a un numéro qui est pris, etc. Puis on bascule le soir, parce qu'effectivement, on imagine que le soir, on a moins de personnes qui vont appeler, on bascule sur un endroit. Bah, tu penses que ça peut se faire? Je dis, moi je sais pas, moi je suis pas France Télécom, hein, donc je veux dire, mais si on ne pose pas la question, on n'aura pas la réponse. Il se trouve que c'était possible et qu'on a pu faire comme ça. Et que donc pendant un certain nombre d'années, il y avait des équipes de SIDA Info Service qui étaient dans des locaux, beaux locaux, ou des locaux avec aide parfois, tant qu'on ne s'était pas fâché, et puis à d'autres endroits, et ça a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Ça a fonctionné parce qu'on avait quand même envie de lutter contre le sida. Donc à un moment donné, tous, on avait le même objectif. Alors parfois, on s'est effectivement brouillé parce que ça n'allait pas, parce qu'il y avait des égos, parce que c'est la vie, parce que c'est une famille. Vous avez tous des familles, on a tous des familles, on s'est tous disputés dans une famille, c'est le propre de la famille. Et SIDA Info Service, Aide et d'autres, c'était une famille. C'est une famille. Alors je ne suis plus à Aide, donc je ne suis pas à SIDA Info Service, donc je suis très très extérieur. Mais j'ai vu ça évoluer. Donc je pense que cette parole-là, qui s'est construite à un moment donné autour de ce qui nous arrivait, nous a permis quand même de faire remonter ensemble, avec SIDA Info Service, avec Aide et avec d'autres personnes, de faire remonter au pouvoir public ce qu'il fallait pour les personnes. Et ça, c'est capital. Parce que on peut être professeur de médecine, être un abruti fini, on peut être très bien aussi, j'en connais, et beaucoup. Et si le pouvoir public ne s'adresse qu'à des personnes parce qu'ils sont experts, diplômés de la faculté, ça ne va pas marcher. Et il faut une diversité, il faut pouvoir avancer tous ensemble pour pouvoir construire ce temps et cette réponse qui soit adaptée. Et dans le sida, c'était compliqué parce que finalement, on n'avait pendant longtemps pas de traitement. Et quand il est arrivé le traitement, le monde médical, en 1996, moi j'étais encore directeur à Marseille, bon, on a été gentils pendant longtemps, donc grosso modo pendant 11 ans, c'était sympa, vous étiez là, mais maintenant bon, on a un traitement, on va faire avec, quoi, je veux dire, donc. Mais c'est pas tout à fait comme ça, parce que c'est pas suffisant. Et beaucoup de gens, et beaucoup de médecins, beaucoup de cliniciens ont compris qu'effectivement, ce qui avait été entrepris, construit, réalisé pendant ces années-là, toutes ces années-là, il fallait au contraire les adapter, voir comment on avait un traitement, mais comment est-ce qu'on le faisait fonctionner. Et ça aussi, ça remontait sur la ligne. C'est-à-dire que les effets secondaires qu'on pouvait avoir, comment est-ce qu'on pouvait agir pour lutter contre ces effets secondaires. C'est bien que cet outil, c'était pas une voie de garage, c'est que cet outil nous ramenait à tous, aux uns et aux autres, ces informations qui étaient indispensables pour pouvoir affiner une politique de santé publique qui soit la plus inclusive possible, la plus adaptée possible, et qui nous permette quand même d'avoir un pays qui a pris en charge le VIH d'une façon
assez correcte, c'est-à-dire avec des aléas, avec les retards à l'allumage, etc., qu'on pourra toujours critiquer, comme on va le critiquer sur la Covid aussi. Mais à un moment donné, il faut voir comment, quand on prend du recul, comment est-ce qu'on a pu arriver à endiguer, à faire en sorte qu'on ait cette politique qui soit la plus, celle qui correspond le plus aux personnes. Alors, si on est dans le point maintenant, pour terminer, puisqu'il me reste quelques minutes, c'est de se dire qu'effectivement, il y a encore des remontées qui doivent arriver à cet infoservice, c'est se dire qu'il y a des lacunes dans la politique. Par exemple, dans le grand public, qui sait ce que c'est que la PrEP, par exemple, hein, pas le grand public, dans le personnel soignant, dans une pharmacie, chez certains médecins, etc., chez certains laboratoires qui font des analyses où on dit moi je prends une Truvada, vous êtes séropositif. Non, pas vraiment, c'est pour la prévention. Ah bon, je ne savais même pas que ça existait. Alors en plus, quand ils sont très gentils de dire ça, mais les personnes qui arrivent et qui se disent, qui ont face à elles une personnalité qui dit, alors que c'est un homme de l'art ou une femme de l'art, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Donc, bien sûr qu'on a ça, on a très peu aussi de publicité et de campagne sur le TAS, par exemple. Donc, alors que c'est quand même à la fois utile pour tout le monde et puis utile en termes d'émotion. Ça fait 2 fois que je dis d'émotion, ça fait beaucoup. Émotion pour quelqu'un qui est séropositif, qui se dit je ne vais pas contaminer. Je veux dire, donc, pendant des années, nous avons été dans une situation où on était des criminels en puissance, des bombes virologiques. Certains membres... Alors maintenant, c'est très difficile de savoir où est l'extrême droite, mais dans certains partis politiques, on avait cette façon de jouer avec des mots, et ça faisait rire personne, et surtout pas nous, et pas vous. Donc, je crois que vous avez 31 ans. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait encore 31 ans, parce que je souhaite très bien qu'un jour ou l'autre, tout ça s'arrête. Malheureusement, quand j'ai pris des locaux en 1994 à Aide, à Marseille, je dis bon, on va prendre un peu. Tout le monde m'a dit, tu ne trouves pas que c'est un peu grand tes locaux là? Donc, je dis je sais pas, mais on ne sait pas où on va aller. Après, je dis mais on ne va pas acheter parce que ça va peut-être s'arrêter. Eh bien, j'ai fait des erreurs parce qu'effectivement, au bout de 3 ans, on n'avait plus de place. Et au bout de 3 ans, on aurait dû acheter parce que ce local aurait fait de l'actif alors qu'on payait des loyers qui étaient assez élevés. Donc les erreurs, moi je souhaiterais qu'effectivement demain on célèbre tous ensemble la fin du sida infoservice, pas parce que c'est mort, mais parce qu'il n'y a plus rien à faire. Malheureusement, je crois que vous êtes très utile et vous avez encore beaucoup de choses à faire et à écouter, à partager et à faire remonter. Je vous remercie. Merci Michel. Donc on a un petit peu de temps pour quelques questions. J'imagine que vous en avez. Donc il y a un micro qui va circuler dans la salle. Alors n'hésitez pas à lever votre main si vous souhaitez poser une question. Soyez pas timide, on est entre nous. Je suis pas toujours méchant. Et puis il a dit 2 fois le mot émotion. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou des remarques, hein, pas forcément des questions, ça peut être des éclairages aussi. Oui. Merci Michel pour cette intervention très historique. Et ma question, en fait, c'est par rapport à l'exceptionnalisme en fait, du VIH aujourd'hui. Est-ce que cet exceptionnalisme ne nuit pas finalement quelque part la prise en charge? Je pensais à la peur du VIH, la peur des IST, ça peut être un trauma très, très pour les personnes qui le découvrent parce qu'on est encore dans cet exceptionnalisme. Si les médecins n'osent pas faire des dépistages, c'est parce qu'ils n'osent pas annoncer une séropositivité de VIH encore. Voilà. Comment on peut, tout en conservant la lutte contre le VIH et l'importance de lutter contre cette infection, améliorer les choses? Oui, c'est une excellente question parce que c'est très compliqué à trouver la bonne réponse et le bon niveau. Il n'y a que, enfin, moi j'ai eu des arguments avec Michel Kazatchkine, etc., où on a fait parler de santé mondiale, etc. La difficulté, c'est de se dire, le travail n'est pas terminé. Alors, à la fois, ce que vous dites, c'est sur
l'annonce, la difficulté pour des médecins, je pense que c'est qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'exceptionnalisme du sida, c'est la difficulté d'annoncer quelque chose qui est lourd en de conséquences, toujours, malgré tout. Hein. Donc, on n'arrive pas en disant « Ah, bonjour, bah, c'est pas grave, aujourd'hui, tu es séropos, donc c'est pas très grave, tu as ton traitement. C'est toujours... un exemple que j'ai vécu. J'avais un ami très, très proche qui travaillait avec moi. Et puis, donc, tout le monde savait que j'étais séropos et tout. Bon, moi, ça se passe bien, il avait 10 ans de moins que moi. Et puis, un soir, on va manger, ben, on se connaît depuis longtemps. Donc, il est très proche, et puis il me dit « Voilà, on mange, et puis on va commence à manger, puis il dit « Ah, bah, faut que je te dise, en fait, moi aussi. » Et je dis « Moi aussi quoi ?» Donc, il me dit ben, « Moi aussi, je suis séropos. » Et là, je me mets à pleurer. Donc, je me suis dit « Le mec a tout raté, quand même. » Donc, je dis alors, il reste un peu... il me dit « Mais quand tu es devenu séropos, tu as dit que c'était pas grave ?» Je dis, comment dire, non, c'est pas grave, mais je pleurais dans la pizza, le serveur voulait nous éviter, etc. Donc je me disais, bon, catastrophe, dans le genre, les personnes qui nous connaissent, ça fait un peu drama queen, mais bon. Et mais la réalité, c'est ça, c'est que moi, je me dis, c'est effectivement pas grave, ça fait plus d'un quart de siècle, c'est comme ça, je le vis, mais même quand je l'apprends sur un ami, je l'ai appris sur un ami, je me suis dit, bah, c'est pas que ça. Donc, l'annoncer quand on est médecin, moi, je préfère annoncer une grossesse, quoi. Je veux dire, enfin, encore que on a aussi pour longtemps, mais la difficulté, c'est ça la difficulté. Donc, je pense pas que cette difficulté vienne de l'exceptionnalisme du sida. L'exceptionnalisme, c'est qu'il y a des moyens particuliers. Et moi, je me dis que quand on a trouvé 150 milliards pour la Covid et pour tout ça, on peut trouver des moyens pour qu'on arrive à endiguer un certain nombre de maladies, d'épidémies. L'hépatite B, on a des moyens maintenant de les traiter. En Afrique, ils n'en ont pas. C'est-à-dire que si on a une hépatite B en Afrique, il faut être séropositif pour être traité, parce que sinon, on n'a pas droit aux ténophobie. Donc, des trucs hallucinants. Alors, ça coûte 8 € par mois, hein, je veux dire, donc c'est pas non plus la folie. Donc, il y a encore beaucoup de combats, et ces combats, c'est pas en morcelant la somme dont nous disposons pour tous, qu'on va y arriver à les abattre et à les gagner, mais c'est plutôt en augmentant le chiffre de chacun et en prenant en charge, peut-être de la même façon que nous avons pu le prendre pour prendre en charge le VIH dans ces 40 dernières années. Mais je pense qu'il y a une spécificité, parce qu'encore une fois, on le voit bien, sur la Covid, c'est plus facile de parler, de dire « Ah bah tiens, j'ai encore fait un test, bah, wow, tu as fait ça aujourd'hui, il est positif. » Personne ne dira bah, « Tiens, j'ai fait un test VIH aujourd'hui, mais il est positif. » Donc, parce que c'est pas du tout comparable. Donc, il y a quand même une spécificité dans la façon de l'annoncer, de le recevoir, de le vivre et de le traiter. Donc, je pense que c'est tant qu'on n'aura pas trouver effectivement de cure, comme dirait Françoise Barré, pour se dire on prend un traitement et c'est fini. Alors là pour le coup ça va changer beaucoup les choses, ou un vaccin après, pourquoi pas, ça peut marcher. On voit que les avancées sur le vaccin peuvent être possibles, mais cette spécificité là elle reste malgré tout. Oui, Radia. Michel, pour revenir sur la question de Florence, je pense que la difficulté de l'annonce ne vient pas seulement des caractéristiques de l'infection par le VIH, mais également des connaissances des médecins, et en particulier les médecins d'un certain âge qui n'ont pas, dans leur cursus, parlé ou étudié tout ce qui est VIH. Parce que nous, à SIDA Info Service, on a des appels de médecins qui ont un rendez-vous dans l'après-midi, par exemple, qui ont un résultat positif à rendre, et qui nous appellent pour nous dire comment je vais faire, comment je l'annonce. Nous avons également eu là récemment, depuis que le test VIH peut être fait librement dans les laboratoires, un directeur d'un certain nombre de laboratoires qui nous a appelés pour nous dire comment je fais si j'ai un test positif, comment je fais, est-ce que je peux vous l'orienter pour que vous écoutant puissent annoncer la séropositivité et expliquer. Donc les médecins, les pharmaciens sont démunis devant l'annonce d'une séropositivité, en fait. Et donc, comment pallier à ça ?
Il y a un gros travail. Il y a un gros travail, c'est la formation continue éventuellement, mais les pharmaciens n'iront jamais. Enfin, pas parce que je veux du mal à mes confrères hein, et mes consoeurs, mais parce qu'ils ont d'autres préoccupations, hein, donc de toute manière, donc ils n'iront pas dans la formation continue très rarement. Et ceux qui y vont, c'est ceux qui sont déjà formés, donc la plupart du temps. Et les médecins, c'est souvent la même chose, parce que ça les passionne, parce qu'ils veulent se mettre au goût du jour et de la formation continue. Et puis d'autres, celui qui, encore une fois, est à Roquefort-la-Bédoule, et qui est tout seul et qui a vu une fois dans sa vie un séropos, ben voilà, il appelle Radia et dit qu'est-ce qu'on fait parce qu'il ne sait pas comment faire. Et qu'à la faculté, on n'est pas armé pour, ni en pharmacie, ni en médecine, pour annoncer ce genre. Pour le VIH, mais pour d'autres pathologies chroniques graves ou pas, c'est pas non plus le truc où on passe le plus de temps. S'il y a un traitement en face, imaginez ces temps où il n'y avait pas de traitement, non, du tout, zéro traitement. Les médecins étaient fous, quoi, parce que c'était j'annonce la mort, quoi. Donc, pour eux, c'était j'annonce la mort. Donc, du coup, c'était SIDA Info Service, ou la PTL avant SIDA Info Service. Est-ce que je connais quelqu'un à aide, il peut vous aider? Donc, oui, très bien, mais on fait quoi? Je veux dire, moi, je ne suis pas non plus magicien, quoi. Je veux dire, personne. Alors, vous n'avez pas un groupe loisir, ça le détendra. Oui, mais c'est pas suffisant quand même. Donc, il va peut-être falloir faire autre chose quand même. Donc, on avait vécu des trucs un peu cet ordre-là. Donc, quand on a 23 ans, on raconte des blagues, mais quand quelqu'un est en bout de course, entre guillemets, tu racontes pas de blagues sur son lit de mort, quoi. Grosso modo, on va dire qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce manque de munitions dans le corps médical, il est important, hein, je veux dire. Donc, et puis après, il y a ceux qui sont bons naturellement, c'est-à-dire qui savent répondre, parler, accompagner, qui font une partie du diagnostic et du traitement en même temps, parce qu'ils font le diagnostic, mais l'accompagnement en parole peut servir parfois à améliorer la santé. Donc, pas guérir, hein, c'est pas non plus l'imposition des mains, mais ça c'est quand même différent. Quand on sort déstressé d'un cabinet médical, ça change un peu tout quand même.